Donc, bonjour à tous. Je remplace Julien Van Quaquebec, qui est l'animateur de la communauté test et qualité logicielle de Télécom Vallée, qui m'avait prévenu qu'il aurait quelques petits soucis de connexion. Il va nous rejoindre normalement, mais du coup, je me charge de faire l'introduction de cette communauté. Aujourd'hui, alors attendez, on va passer les slides. Alors déjà, avant de présenter notre intervenant et le sujet qu'on va traiter, je vais juste vous parler de quelques minutes de Télécom Vallée. Alors, qui sommes-nous? On est la principale association des professionnels du numérique sur la Côte d'Azur. Voilà, donc on existe depuis 91, ça fait 30 ans que nous sommes, presque 30 ans que nous sommes présents. Et notre mission, c'est de fédérer, animer l'écosystème azuréen du numérique, de favoriser la montée en compétences des salariés, des chefs d'entreprise, voilà, tous nos partenaires, par le partage et l'échange. Donc typiquement, une activité comme celle d'aujourd'hui, c'est du partage et de l'échange. Donc c'est vrai que le format numérique est un petit peu moins, favorise un petit peu moins l'échange, mais bon, voilà, on va faire du partage de connaissances aujourd'hui. Également pour nos adhérents, on a à cœur de favoriser leur business, justement en essayant de se connaître mieux, de connaître ce que fait l'autre, de pouvoir s'apporter mutuellement et monter des partenariats, trouver des clients. Et enfin, auprès de nos étudiants, parce qu'on rassemble également des universités et avec des étudiants, voilà, donc on essaie d'insuffler la dynamique entrepreneuriale dès l'école avec notre Challenge and Pousse, qui est un concours d'entrepreneuriat étudiant depuis 19 ans. Voilà, en quelques chiffres, Télécom Vallée, c'est 160 adhérents, des entreprises de toute taille, start-up, PME, grands groupes, mais également des institutionnels, comme je vous disais, des académiques, d'autres associations qui nous rejoignent également pour croiser les compétences. Ça représente environ 18 000 emplois et 40 000 étudiants sur la région PACA. Et on organise à peu près une centaine de manifestations par an qui rassemblent 3 500 participants à peu près. Voilà, on fonctionne en 12 communautés thématiques qui ont chacune leur projet phare. Elles sont divisées en 3 domaines plutôt techniques ou écosystème ou usage. Dans les techniques, on peut citer cybersécurité avec son événement Sophia Security Camp, la communauté data et intelligence artificielle avec les Sophia Masterclass qui auront lieu au mois de novembre, la communauté open source avec Sophia Conf chaque année au début de l'été, et donc notre communauté test et qualité logicielle avec sa soirée du test logiciel dont je vais vous parler juste après. Dans les communautés écosystèmes, on peut citer donc l'entrepreneuriat étudiant et le Challenge and Pousse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une communauté start-up, vraiment dédiée aux start-up, avec l'événement phare qui est le FeedMed Riviera qui a eu lieu au mois d'août. SoFab, notre Fab Lab qui est ouvert sur Sophia Antipolis et son trophée objet connecté service, et une communauté capital humain et intelligence collective sur tout ce qui est sujet RH et entreprise, avec sa nuit du capital humain et de l'intelligence collective qui a eu lieu en septembre. Enfin, dans celles qui sont plutôt centrées usage, on peut citer la communauté agilité et l'Agile Tour Sophia qui a eu lieu le 18 septembre, la communauté innovation et ses rendez-vous réguliers sur l'innovation vue par une entreprise, la communauté M-Tourisme et sa journée du M-Tourisme, la prochaine aura lieu le 22 octobre, et la communauté expérience utilisateur et client qui vous donnera rendez-vous en novembre avec son World Usability Day. Voilà, brièvement. Et enfin, donc notre communauté test et qualité logicielle, elle rassemble, comme vous le savez, les professionnels du test logiciel sur la Côte d'Azur. Elle a été créée il y a 4 ans. Et donc, elle fonctionne régulièrement en fait, par des réunions de communautés telles qu'aujourd'hui, tous les 2 mois. Alors, normalement, sans le Covid, c'est plus du physique, hein, c'est ce qui permet vraiment de pouvoir échanger de façon plus conviviale. Elle organise aussi, depuis 2017, chaque année, la soirée du test logiciel, qui est plutôt une demi-journée qui démarre au milieu d'après-midi avec des ateliers, des conférences sur une thématique, plusieurs thématiques du test logiciel. Là, on vous prépare l'édition 2020 qui aura lieu début décembre, donc on va vous communiquer ça très rapidement.
Voilà, et enfin, on peut citer également des échanges qui se font par la communauté en dehors de nos réunions régulières sur le groupe LinkedIn de la communauté qui est disponible sur notre site. Voilà. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc on accueille Vincent Prête de SmartBear, qui est spécialiste BDD et outils, qui va nous parler de l'outil à utiliser pour gérer les spécifications vivantes en BDD en 2020, les bonnes pratiques et les tendances du marché, et comment faciliter l'automatisation des tests. Voilà, je donne la parole à Vincent. Et il y aura donc en fin de session, en fin de présentation, une session de questions-réponses qui sera animée normalement par Julien. Voilà. Donc j'arrête le partage d'écran. À vous, Vincent. Eh bien, c'est parti. En espérant que vous m'entendiez bien. Oui. Et que l'écran soit bien partagé. C'est parfait. Le parti du principe, c'est bon. OK. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais principalement m'intéresser à l'introduction à BDD. Donc, comme Sandra l'a dit, quelques outils et autres. Donc, le plan pour aujourd'hui, donc, je vais revenir un peu sur de l'historique de notre équipe chez SmartBear, puisque peut-être certains d'entre vous connaissaient un outil qui s'appelait HipTest, lancé il y a quelques années, qui maintenant est devenu Cucumber Studio. Donc, l'idée, c'est d'expliquer comment HipTest est devenu Cucumber Studio. Ensuite, je ferai donc une présentation de BDD, plus une introduction, quels sont les grands principes. Et ensuite, je passerai un peu de temps à déconstruire un certain nombre d'idées reçues et de mythes qu'on voit malheureusement trop souvent à propos de BDD. Et pour finir, présenter des outils que nous développons chez SmartBear justement pour aider la transition ou du moins la mise en place de BDD dans votre entreprise. Donc, pour me présenter rapidement, Vincent Prêtre, ça que je l'ai déjà dit, et donc je suis développeur et je travaille principalement sur deux outils, donc Cucumber Open, donc, qui est l'outil open source d'exécution de tests qui est utilisé dans une approche BDD. Et je travaille aussi sur un autre projet depuis quelques mois qui est Cucumber Reports, que je vous présenterai juste après. Et en dehors de ça, donc, il y a quelques années, avec 4 autres collègues, nous avons créé une entreprise qui s'appelait HipTest. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, on l'a créée il y a 5 ans. Et l'idée derrière HipTest, ou du moins la plateforme HipTest, c'était d'avoir un outil de test management qui était dédié aux équipes agiles. Et un des grands buts d'HipTest donc, était de favoriser la transition vers, on va dire, des méthodes peu agiles, vers des méthodes plus agiles. Et pour ça, une des méthodes qui nous semblait très intéressante était BDD, pour aider justement à avoir des spécifications qui soient lisibles et partagées. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Manche et des Ardennes, il y avait une autre entreprise qui existait, qui était Cucumber, donc, qui a été créée en 2014. Et ils sont principalement connus pour leur outil open source, qui était lui aussi appelé Cucumber, donc qui permettait d'exécuter des scénarios écrits au format Gherkin, donc Given, When, Then. J'y reviendrai après. Dans les autres outils qu'ils ont créés, pour lesquels ils sont plutôt connus, donc il y a eu Relish, donc qui était un outil de documentation vivante. Donc, partager justement l'exécution de ces tests, cette documentation avec les utilisateurs. Si vous faites du Ruby et que vous avez déjà utilisé RSpec, typiquement Relish, vous êtes certainement allé dessus puisque c'était là que cet outil partageait sa documentation. En 2019, ils ont lancé, donc Cucumber a lancé un nouveau produit qui était Jam, où là, donc l'idée aussi était de l'avoir de la documentation vivante, mais aussi de l'édition partagée pour les scénarios Gherkin. Ces deux entreprises ont rejoint SmartBear, donc pour HipTest, c'était en 2019, et pour Cucumber, c'était en 2020. Donc, SmartBear, vous connaissez peut-être pour certains outils très connus, tels que SoapUI, par exemple, ou Swagger. Donc, c'est plutôt une grosse entreprise, donc 6,5 millions d'utilisateurs, plus, et plus de 22 000 clients. Et aussi 3 projets open source, donc Swagger pour la définition des API, SoapUI pour le test, et aussi maintenant Cucumber open source. Donc forcément, quand on a eu ces deux entreprises, HipTest et Cucumber, on n'allait pas continuer à développer 2 produits en parallèle qui faisaient plus ou moins la même chose. Donc,
nous avons fusionné les deux équipes pour créer donc Cucumber Studio. Donc maintenant, les équipes HipTest et Cucumber travaillent sur Cucumber Studio. Donc c'est basé sur la plateforme HipTest. Donc si vous étiez utilisateur d'HipTest, maintenant vous êtes utilisateur de Cucumber Studio. Et l'idée, ça va être de plus s'orienter vraiment sur le BDD. Donc on a rajouté pas mal de choses dans l'outil, tel que un outil d'example mapping, je reviendrai dessus, une meilleure documentation vivante et une meilleure intégration avec Git et Gherkin pour, pour faciliter l'écriture de scénarios BDD et leur partage. Donc là, si vous n'êtes pas très familier avec BDD, vous allez me dire example mapping, Git, Gherkin, je ne comprends pas de quoi il me parle. Eh bien, on va essayer de régler ce petit souci tout de suite. Donc, je vais essayer d'introduire les grandes notions de BDD relativement rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est que BDD? Eh bien, c'est une méthode de développement logiciel et le but derrière, ça va être de permettre la communication, de favoriser l'échange entre des personnes qui vont être techniques. Donc, généralement, on considère les développeurs et les testeurs dans les équipes techniques. Il peut y avoir d'autres personnes, telles que les opérationnels, par exemple. Et les équipes dites non techniques. Et je mets des guillemets autour de non techniques, telles que les personnes responsables produits ou analystes, sachant qu'en fonction des contextes, évidemment, on a des product owners qui sont extrêmement techniques, par exemple. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est d'être sûr que les personnes donc, qui sont, on va dire, qui ont les mains dans le code, et les personnes qui l'ont moins, ont la même vision de ce qui doit être fait par un produit. Donc, ce que BDD va encourager, c'est des itérations rapides. Avoir un retour utilisateur le plus rapide possible, justement, pour développer le bon produit. Pas passer 6 mois à faire quelque chose, le mettre dans les mains des utilisateurs et se rendre compte qu'au final, ils n'en avaient pas besoin. Chose qu'on voit régulièrement. Un découpage des tâches, donc comme on voit dans les méthodes agiles, donc pour être sûr qu'on travaille sur des petits incréments d'application, encore une fois, plutôt qu'y passer 6 mois pour rien, et faciliter un développement plus rapide. Et là, vous allez vous dire, ça ressemble beaucoup à une méthode agile. En fait, c'est un complément de méthode agile. Ce n'est pas fait pour remplacer Scrum ou XP ou quelle que soit la méthode qui est mise en place. Ça va être, on va dire, une surcouche par-dessus une méthode agile mise en place. BDD mis en place dans on va dire, dans une équipe très waterfall, donc encore une fois, qui développe, qui fait des releases tous les 3 ans, ça ne va pas forcément être la méthode la plus adaptée. Et un autre point qui est très important, et j'y reviendrai un certain nombre de fois durant cette présentation, BDD, ce n'est pas de l'automatisation de tests. L'automatisation en fait partie, on le verra, mais se dire que BDD, c'est de l'automatisation, c'est un peu limité. Je reviendrai là-dessus juste après. Donc, pour présenter rapidement BDD, il y a 3 grandes pratiques, 3 grandes étapes. Donc, on va partir d'une user story, donc vraiment un petit incrément qu'on veut ajouter à notre application. La première étape, ça va être de faire de la découverte. Donc, créer justement cette compréhension commune entre les développeurs, les testeurs, l'équipe produit, les analystes, qui que ce soit, pour être sûr que tout le monde est d'accord sur qu'est-ce que cette user story. Parce que c'est un problème qu'on voit régulièrement. Chacun ou chaque personne va avoir un biais par rapport à une user story, de façon très caricaturale, pardon. Les développeurs vont voir plus le côté technique, les testeurs vont se poser des questions sur quels sont les problèmes qu'on va découvrir. L'équipe interface utilisateur va penser en termes de design et autres. L'équipe marketing va voir quels sont est-ce qu'on va pouvoir ramener des nouveaux utilisateurs, etc. Tout le monde, techniquement, a raison. Mais c'est l'ensemble de ces visions qui est intéressante pour vraiment savoir ce que fait cette user story. Une fois qu'on a passé cette phase de découverte, on va pouvoir formuler ce qu'on a découvert sous la forme d'exemples concrets qui définissent ce que fait cette user story. Ces exemples, ils vont avoir 2 buts. Documenter ce que va être cette user story et automatiser
donc ces exemples, pour avoir des tests qui vont nous permettre de s'assurer que ce qui est développé est la même chose que ce qui a été défini dans la phase de découverte. Donc, on va regarder de plus près ces trois différentes phases. Donc, la découverte, c'est essayer de découvrir ce que le produit peut faire. Donc, comme je disais, on va explorer une user story, donc un petit incrément de l'application. Faire une session de découverte sur quelque chose dont on sait que ça va nous prendre 6 mois, ça va être relativement difficile. Encore une fois, c'est pour ça que ça complète une méthode agile. Généralement, vous allez partir d'une tâche qui est bien définie et vous dites, tiens, cette nouvelle tâche, je veux la faire passer dans l'itération de la semaine prochaine, par exemple, en partant du principe que vous avez des itérations d'une semaine. Donc, on va réunir un certain nombre de personnes, idéalement, au minimum, ceux qu'on appelle les free amigos, donc les 3 amis. Donc, au minimum, un développeur, un testeur et une personne de l'équipe produit. On peut monter à 5 ou 6 personnes, ça fait des bons groupes. Et plus, ça peut être un peu difficile, parce que si tout le monde donne son avis, etc., ça peut aussi prendre beaucoup de temps. Puisque l'idée, ou du moins l'idéal, c'est d'avoir des sessions qui seront relativement courtes, 20 à 25 minutes. Après ça, après 25 minutes à discuter sur une user story, on commence un peu à s'embrouiller, ça commence à fatiguer, et potentiellement, c'est un signe aussi, si au bout de 25 minutes, on n'a pas fait le tour, que c'est peut-être pas une user story qu'on va pouvoir définir, qu'on va pouvoir développer en une itération. C'est peut-être une épique, c'est peut-être 2 user stories, etc. Pour faire ces sessions de découverte, il existe plusieurs méthodes. Celle que je vais vous présenter, c'est celle de example mapping. C'est une méthode qui a été créée par Matt Winn, qui est chez SmartBear aussi maintenant, donc qui est un des cofondateurs de Cucumber. Et l'idée, c'est d'utiliser un certain nombre de post-it, de cartons Bristol, de 4 couleurs différentes. Donc, sur la carte jaune, sur laquelle on va partir, on va définir la story, donc la user story sur laquelle on veut travailler durant notre session. Cette user story, on va la découper en un certain nombre de règles. Donc là, ça va être les post-it ou les Bristol bleus. Donc on va définir, OK, ma user story, je la coupe en un certain nombre de règles. Et toutes ces règles vont être, on va écrire des exemples pour chacune de ces règles, pour justement, encore une fois, partager cette vision entre tous les gens qui sont là. Parfois, il arrive qu'on se pose des questions et que personne dans la pièce ne soit capable d'y répondre. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser les 4e post-it, qui sont les post-it rouges, pour trouver quelqu'un qui soit capable de nous répondre. Peut-être qu'il n'y a personne dans la pièce qui ait soit les connaissances techniques, soit les connaissances par rapport aux utilisateurs ou légales pour répondre à ces questions. Donc, pour vous montrer un exemple, ça, c'est un sous-ensemble d'un example map qu'on a fait il y a quelques temps sur Cucumber Report, justement. Donc là, l'idée, c'était de dire, OK, on veut que les utilisateurs de Cucumber Ruby testent justement ce nouvel outil qui est Cucumber Report. Donc on s'est dit, OK, on va faire plusieurs règles. La première, c'est qu'on veut pouvoir publier depuis un report ou un export HTML généré par Cucumber Ruby. Donc là, on s'est dit, l'exemple, ça va être simple. La personne lance ses tests, il obtient donc le fichier HTML, et là, il a un bouton qui lui permet de dire, OK, tu cliques ici, et ce fichier HTML sera disponible sur Internet pour toutes les autres personnes de l'équipe. On voit qu'on avait une question relativement technique, là, à savoir, qu'est-ce qui se passe si je recharge, par exemple, ce fichier? Est-ce qu'il va savoir qu'il a déjà été publié, et des choses comme ça? On a une deuxième règle qui disait, si j'ai une variable d'environnement qui est déjà spécifiée, ça fait la publication automatique, etc. etc. Donc là, on était de mémoire 4 ou 5 personnes à travailler dessus, justement. Et une fois qu'on a fini cet example map, donc au bout d'une petite demi-heure, on a pu savoir si on pouvait continuer ou pas, puisque c'est aussi l'intérêt. Une fois qu'on a fini cette phase de découverte, on va pouvoir se dire, est-ce que je peux aller plus loin maintenant? Est-ce que mon équipe est prête à développer? Est-ce qu'on a beaucoup de questions? Si on a beaucoup de questions, c'est
peut-être pas, on n'est peut-être pas prêt à se lancer dans le développement. Il faut déjà répondre à ces questions et ensuite, on verra si cette user story, on va vraiment la faire. Est-ce qu'on a énormément de règles? Beaucoup de règles. Donc là, c'est les cartes bleues. S'il y en a trop, peut-être ce n'est pas une user story, peut-être c'est 2 user stories. Peut-être qu'on va dire, bah OK, on en a 15, on va séparer cette user story en 2. Les 7 premières règles, on les implémentera dans cette itération, les 7 suivantes dans la prochaine. On peut aussi avoir beaucoup d'exemples sur une seule règle. Et là, même principe, est-ce que c'est réellement une règle ou est-ce que c'est 2, 3 règles et on va reséparer nos exemples. L'important, encore une fois, c'est qu'à la fin de cette phase, on soit sûr qu'on est prêt à développer et, et éventuellement, justement, de pouvoir redécouper pour pouvoir délivrer de la valeur plus rapidement à nos utilisateurs. Plutôt que passer 4 itérations sur ce qu'on pensait être une user story, mais qui au final est une épique, on va découper ça en 4 user stories et on va les délivrer une par une à nos utilisateurs, par exemple. Donc, une fois qu'on a ces exemples, ils sont bien. On a des post-it partout, quand il n'y avait pas le Covid. Maintenant, on a des cartes sur un outil. Ils sont bien, mais ils ne sont pas forcément extrêmement clairs. Donc là, on va passer à la deuxième phase qui est, on va traduire ces différents exemples dans des scénarios. Donc, on va dire ce que le produit doit faire exactement. Et pour écrire ces scénarios, donc je vais prendre des exemples en Gherkin. Il y a une méthode qui a été écrite par Seb Rose, ou plutôt un acronyme, qui est BRIEF. Donc, où on dit que les scénarios doivent suivre 6 règles pour être des bons scénarios. Donc, la première règle, c'est utiliser un langage partagé par l'équipe, le business language. Vos scénarios, ils doivent parler à tous les membres de l'équipe, que ce soit les personnes techniques ou les personnes qui sont justement moins techniques. Donc, on va utiliser ce langage qui est commun à tout le monde. Une autre chose à faire, un écueil à éviter, ça va être les termes porteurs à confusion. Un exemple tout simple, quand on parle l'utilisateur rentre son adresse, est-ce que c'est l'adresse email ou l'adresse postale? L'utilisateur crée un compte, c'est un compte utilisateur ou un compte bancaire? Dans le cadre forcément d'une application bancaire. Essayez de faire en sorte que n'importe qui dans l'équipe, pas forcément n'importe qui dans le monde évidemment, puisse comprendre ce que fait un scénario. La deuxième part de la chronique, c'est utiliser des données réelles et concrètes. Par exemple, je pars du principe que on veut permettre aux utilisateurs de se loguer sur l'application avec GitHub. Plutôt qu'écrire, étant donné qu'un utilisateur quelconque s'enregistre sur la plateforme avec une plateforme quelconque, non, on va utiliser des données réelles. Un utilisateur, Vincent, se logue avec GitHub, puisque c'est celui qui nous intéresse. Peut-être qu'on aura un autre exemple plus tard avec Facebook, avec Twitter ou n'importe quel provider de single sign-on. Mais voilà, on utilise des données réelles et concrètes. Encore une fois, ça aide aussi à comprendre réellement ce que fait le scénario, puisque quand on a des données complètement abstraites, au bout d'un moment, on ne va pas forcément les comprendre. Révéler l'intention. Et là, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, malheureusement, dans les équipes BDD, d'écrire ce qu'on fait et pas comment on le fait. Là, je reprends mon exemple de je me logue avec GitHub. Mon intention, c'est de me loguer. Mon intention, ce n'est pas de cliquer sur un bouton où il y a écrit GitHub, de rentrer mon login, mon mot de passe, puis de cliquer sur un autre bouton. Moi, ce que je veux, en tant qu'utilisateur, c'est me loguer. La façon dont je le fais, elle n'est pas intéressante. Ça se fera éventuellement dans la partie automatisation. Mais au moment où on documente l'application, ce qui nous intéresse, ce n'est pas comment on fait les choses. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, une autre chose, c'est le scénario doit on va se focaliser sur l'essentiel. On illustre une règle. Quand on reprend les exemples de example mapping, on va illustrer uniquement une des cartes bleues. On va exclure les détails qui sont inutiles. Donc là, inutile entre gros guillemets, puisque je ne dis pas que c'est inutile, mais si ça a une utilité, ce sera peut-être pour une autre règle. Là, je reprends mon exemple de je me log avec GitHub. Le fait que j'ai la double authentification, que j'appartiens à une organisation privée,
Est-ce que c'est intéressant pour savoir si je peux me loguer avec GitHub? Non. Par contre, éventuellement, ça pourrait être intéressant pour d'autres règles. Donc là, c'est l'avant-dernière règle d'écriture, illustrer une seule règle. Mon exemple d'avant, où il y avait beaucoup trop de steps, peut-être qu'elles s'appliqueront à d'autres règles. Donc, je me log avec GitHub, ça sera la règle, je peux me loguer avec un provider SSO. L'authentification double, ça sera une autre règle qui dit que pour me loguer, je vais recevoir un code par SMS, etc. Et l'histoire de l'organisation, ça sera peut-être une autre règle. Donc, il faut que chaque scénario soit focalisé sur une règle. Parce que le problème, souvent, quand on essaye de couvrir plusieurs règles avec un scénario, on finit avec ce genre d'horreur que vous voyez sur la droite. Et j'ai le droit de me moquer parce que c'est moi qui l'ai écrit. Il y a très longtemps, et je démarrais BDD, et j'ai fait plein d'erreurs, comme beaucoup de monde en font. Et donc voilà, la dernière règle, soyez bref. 5 étapes ou moins dans un scénario. Parce qu'il faut aussi se rappeler que les scénarios vont servir comme documentation. Est-ce que cet affreux exemple que vous voyez sur la droite, ça vous donne envie de le lire? Moi, personnellement, non. D'ailleurs, je n'ai pas relu avant de le coller dans les slides. Parce que ça ne documente rien. C'est peut-être un très bon test d'intégration, c'est peut-être un très bon test manuel, mais voilà ce que c'est. C'est un test et ce n'est pas de la documentation. Et ce qu'on cherche à faire dans l'étape de formulation, c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, documenter la user story sur laquelle on va travailler. Ça, c'est un exemple. J'ai pris des scénarios qu'on avait écrits il n'y a pas longtemps. Voilà. Plus ou moins n'importe qui peut lire et comprendre ces scénarios. Alors, vous allez peut-être me dire, ah, mais je ne sais pas ce que c'est un token, je ne sais pas ce que c'est qu'un report. Oui, mais pour nous, dans l'équipe, c'est notre business language. Donc, c'est notre terminologie à l'équipe. Pour nous, c'est extrêmement clair. On sait ce que font ces scénarios. Ils sont simples, ils sont clairs. Si je les relis dans 2 mois, je saurai ce que ça raconte et quelle user story c'était. Donc là encore, ça produit de la documentation. Et là où ça devient intéressant, c'est que derrière, on va pouvoir traduire ça en test automatisé. Donc là, c'est la dernière étape. Et là, on va faire plus ou moins la formulation, c'est ce que le produit fait réellement. Là, on arrive vraiment dans la partie concrète, dans la partie développement. Donc, on va transformer ces scénarios que nous avons écrits un peu avant en scénarios, en tests exécutables. Et là, il n'y a pas de méthode miracle. Je ne pourrais pas vous vendre un outil qui fait tout magiquement. Ça va dépendre de votre équipe, ça va dépendre du type de système que vous voulez, que vous testez ou que vous développez. Ça va dépendre des outils qui seront mis en place. Donc, je ne peux pas tout simplement vous dire, faites comme ça ne fonctionnera très certainement pas chez vous. Par contre, quelques bonnes pratiques dans ces moments-là, au moment de l'automatisation, essayez d'abord d'avoir une approche TDD, encore une fois, entre guillemets. N'attendez pas que le développement de la user story soit fini pour se dire « c'est bon, maintenant, je vais automatiser mon test ». Pareil, ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années encore. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Quand on fait ça, on a fini de développer, la fonctionnalité. C'est la fin de l'itération, on n'a pas le temps d'automatiser et du coup, on n'automatisera pas puisque l'itération prochaine, on est parti sur autre chose. Donc, essayez de garder cette approche TDD et essayez d'automatiser en même temps que le développement se fait. N'essayez pas non plus d'avoir tous les scénarios qui passent. Ou en tout cas, pas pour commencer. Focalisez-vous sur un scénario, le plus simple dans ceux qui sont proposés. Faites-le passer. Quitte à faire des valeurs en dur pour commencer, de toute façon, si vos valeurs sont en dur dans l'application, il y aura un autre scénario qui cassera. Donc, quand vous occuperez de ce second scénario, à ce moment-là, vous fixerez ces valeurs en dur. Et une bonne pratique aussi que j'ai découvert relativement récemment, commencez par la fin des scénarios. Essayez de faire en sorte que, même si les steps d'avant, les premières ne passent pas, elles sont juste vides, on va dire, faites en sorte que la dernière passe. Donc, vous avez quelque chose qui apparaît sur l'écran ou comment. Vous avez la valeur que vous attendez. Et une fois que ça c'est fait,
vous allez remonter petit à petit jusqu'à ce que le scénario intégralement soit vert. Une fois que ça c'est fait, on va passer au suivant, et ainsi de suite. Et en faisant ces quelques bonnes pratiques, on se rend compte qu'en fait, ça se passe extrêmement bien. Contrairement à, je vais attendre que tout soit fait, que j'ai une vraie interface, etc. À ce moment-là, il y a des chances que ça ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Donc, je voulais aussi aborder quelques idées reçues qu'on voit trop souvent à propos de BDD. Et la première, qu'on entend tellement souvent, BDD, c'est Gherkin. Donc Gherkin, les scénarios type given, when, then. Et faire Gherkin, c'est faire du BDD. Et j'aimerais, mais je sais que ça ne fonctionnera pas forcément dans le monde entier, faire en sorte qu'on oublie cette idée reçue. Alors d'abord, la première partie. BDD, c'est Gherkin. Alors vous allez me dire, oui, mais tous tes exemples, c'est du Gherkin. Nous, c'est l'outil qu'on utilise, c'est l'outil qu'on préconise. Mais ça ne reste qu'un outil. Et un outil, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte que, enfin, c'est faire le lien, on va dire, entre des utilisateurs et un usage. Un exemple très simple, très concret, j'ai besoin de mettre une vis dans une planche en bois. Donc, mon usage, c'est mettre la vis. L'utilisateur, ça sera moi. L'outil, je peux utiliser un marteau. Ça fonctionne mal, mais ça fonctionne. Un tournevis, c'est mieux. Là, ça me va. Peut-être ça sera une visseuse électrique, j'en sais rien. Maintenant, est-ce que l'outil convient à l'utilisateur? Peut-être que la visseuse électrique, je ne sais pas, c'est peut-être des amis et ils n'ont pas envie de faire ça. Et bien du coup, on utilisera justement le tournevis. Et bien Gherkin, c'est pareil. Est-ce que c'est adapté à BDD? Oui, ça a été développé avec justement BDD en tête. Donc, on sait que Gherkin, c'est adapté à BDD. Est-ce que Gherkin sera adapté à votre équipe? Peut-être, peut-être pas. Mais ne vous dites pas que si vous voulez mettre en place le BDD, vous serez obligé de faire du Gherkin. J'avais vu il y a quelques années un meet-up à Paris où il y avait une personne, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui présentait l'approche de BDD avec Fitnessy et il en était très content. S'il était content et que ça fonctionnait, j'ai envie de dire, tant mieux. Et juste pour vous pour donner un exemple, ça c'est plus ou moins le modèle qu'on a d'exécution de thèse dans Cucumber. Gherkin, c'est juste une partie. Et on a des travaux en cours justement pour permettre d'autres sources de données, du Markdown, de l'Excel. Donc voilà, ne vous mettez pas en tête que si vous voulez faire du BDD, vous êtes obligé de faire du Gherkin. Le pendant de ça, c'est si je fais du Gherkin, je fais du BDD. Et là aussi, j'ai envie de dire, pas vraiment. Et je vais reprendre mon exemple d'il y a une petite décennie, voire plus. J'étais très content parce que j'ai découvert l'agilité, tout ça. Bon, je ne faisais pas de TDD, j'avais des tests, entre gros guillemets, puisque, voilà, maintenant, avec un peu de recul, c'était pas ça, mais j'avais des tests. Je travaillais très peu en itération, c'est-à-dire que j'étais plus ou moins tout seul dans mon coin, je les livrais des fois, 3 fois dans la semaine, des fois, 1 fois dans le trimestre. J'avais un Kanban, pareil, je vais mettre des énormes guillemets, puisque j'avais des colonnes avec des post-it dedans. Techniquement, c'est ce que j'avais. D'ailleurs, j'avais un mur complet rempli de post-it. Les post-it, ça décrivait des tâches qui allaient de la tâche qui prend 1 heure à la tâche qui prend 6 mois. Le découpage n'était pas hors du commun. Et niveau retour client, c'est simple, j'en avais pas. Mais j'étais content, je faisais de l'agilité. Donc là, il y a des chances qu'il y ait des gens qui disent « mais c'est pas du tout ça, agile ». Ouais, c'est pas faux. Maintenant, je m'en rends compte, mais à l'époque, j'étais assez content de ce que je faisais. Et bien du coup, si on rapporte ça à BDD, si on n'a pas la phase de découverte, si on n'a pas la phase de formulation, mais si on se contente d'écrire des tests en Gherkin, est-ce que c'est réellement BDD? Je vais être franc, je ne suis pas sûr. Mais je n'ai pas envie non plus d'être un espèce d'ayatollah orthodoxe du BDD. Je vais dire que commencer par l'écriture de scénario Gherkin, déjà, c'est mieux que rien. Ça permet de découvrir. Par contre, il y a des gros risques derrière. On manque justement un des énormes intérêts de BDD qui va être cette vision partagée, la découverte de la user story. On va aussi penser que BDD, c'est juste une façon d'écrire les tests autrement, alors que non. Et du coup, trouver peu de valeur ajoutée. Donc, oui, commencer par Gherkin, c'est pas forcément mal. Moi, personnellement, pareil, j'ai découvert BDD via justement Cucumber et Gherkin. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est que la dernière étape. C'est l'étape finale. Si on n'a pas les parties avant,
il nous manque un certain nombre de choses. Deuxième idée reçue, et en vrai, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, BDD, c'est écrire des tests. Non, 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 non. BDD, c'est créer cette compréhension commune de la user story, c'est formuler, et cette formulation va générer une documentation et derrière des tests. Si on commence par écrire les tests, encore une fois, ce n'est pas du BDD. C'est bien les tests automatisés, mais ce n'est pas tout. Une autre idée reçue qu'on voit régulièrement, quand on automatise les tests qu'on a eu dans la dernière étape de BDD, on fait toujours du test à très haut niveau, c'est-à-dire comme du test end-to-end ou autre. Alors, c'est ce qu'on voit souvent, mais ce n'est pas obligatoire. Typiquement, une solution qui aide à éviter ce problème de faire uniquement du test de haut niveau, c'est le screenplay pattern. Donc, j'ai mis un lien vers un article de blog qui est très intéressant là-dessus, où en gros, on va automatiser son test en se mettant du point de vue de l'utilisateur. C'est user-centric. Et donc, l'idée, ça va être que notre acteur effectue un certain nombre de tâches, et ces tâches sont faites d'interaction avec le système. Et là où ce système est extrêmement intéressant, c'est que les interactions, alors oui, on va peut-être les faire via Selenium, un navigateur qui va cliquer à droite à gauche sur l'application, dans le cas d'une application web, mais pas forcément. Pour vous montrer ce qu'on fait, nous, dans l'équipe Report, donc, on a un front-end qui tourne avec JavaScript et React, et pas Vercel, Next.js, et on a un back-end, donc pareil, JavaScript avec des lambda AWS. Et en fait, nos mêmes scénarios, on va les implémenter ou les automatiser 2 fois, avec 2 types d'acteurs différents. Un qui va qu'on appelle le browser actor, donc qui va se baser sur Selenium, lancer Firefox, cliquer un peu partout dans l'application et vérifier que tout fonctionne bien. Mais par contre, on a aussi un autre acteur qui va directement taper dans le code des API pour tester à plus bas niveau. Ce qui nous permet d'avoir un scénario qui va tester de use case et surtout, nous, en tant que développeurs, d'avoir des tests qui vont extrêmement vite. Donc, quand on lance directement à bas niveau, le même test va prendre 100 millisecondes, alors que si on le lance dans le navigateur, il va prendre 5 secondes. 5 secondes, ce n'est pas beaucoup, mais quand on commence à avoir une centaine de tests, ce n'est pas pareil. Donc voilà, ne vous dites pas que automatiser vos scénarios, ça sera forcément dans le navigateur en mode end-to-end. Il y a des solutions, et Screenplay Pattern, pour l'avoir découvert récemment, c'est très très bon et je vous le conseille. Autre mythe, une fois, quand on a adopté BDD, on doit écrire tous nos tests avec Gherkin. Alors, déjà, j'espère vous avoir convaincu qu'on n'écrit pas des tests en Gherkin, on automatise, ou du moins on formule des exemples qu'on a fait avant. Et surtout, si on reprend la pyramide de tests, le classique, les tests qu'on aura automatisés avec Gherkin, ça ne couvre pas tout. Et ça ne sera pas forcément intéressant. Donc, on aura du test très haut niveau, au niveau de l'IHM. On aura des tests, on va dire, plutôt d'intégration. On aura plein de tests qu'on aura écrits pour d'autres raisons qui ne seront pas écrits en Gherkin. Et d'ailleurs, une question à se poser, c'est est-ce que j'écris un test ou est-ce que je décris un comportement? Et à partir du moment où on fait juste écrire un test, est-ce que c'est intéressant de l'écrire en Gherkin? Peut-être pour réutiliser la couche d'automatisation, par exemple, mais est-ce que ça va participer à la documentation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé pour justement avoir cette compréhension commune? Alors, ça arrive évidemment que les développeurs réécrivent des nouveaux scénarios en Gherkin pour un cas qui n'était pas prévu ou rajouter un exemple, ce qui n'est pas forcément un problème. Par contre, si on commence à écrire tous nos scénarios dans notre coin, que ce soit les développeurs ou les testeurs, le problème est le même, eh ben, on oublie justement cette partie communication, partager la vision du produit. Et le dernier que j'ai heureusement pas entendu souvent, mais déjà trop, si je fais du BDD, je n'ai pas besoin de test unitaire. Alors, non. Et l'exemple que je trouve qui va très bien avec ça, c'est moi, sur ma voiture, j'ai des freins, du coup, j'ai un airbag, pardon, du coup, je n'ai pas besoin de frein. C'est exactement la même chose. Alors oui, les scénarios que vous aurez automatisés, ils vont vous permettre de découvrir des bugs,
Mais est-ce qu'ils vont vraiment être utiles? On imagine que votre scénario BDD, il est automatisé à très haut niveau, il tape directement dans le navigateur. Si votre problème il vient de là exactement ou de là, vous ne le saurez pas forcément. Vous le saurez peut-être si vous avez une stack trace, peut-être que vous aurez une donnée fausse, et là, pour retrouver d'où vient le problème, eh ben, bonne chance. Donc, n'oubliez pas, les tests unitaires restent quand même la base. Et encore une fois, BDD, ça complète une méthode agile. Et généralement, quand vous faites de l'agile, avec, il y a quand même une notion de TDD et de test unitaire. Donc, dites-vous que, comment dire, les tests unitaires, ça reste votre filet de sécurité. Donc, ne pensez pas que juste parce qu'il y a des tests haut niveau qui ont été générés à partir de l'étape de formulation, que vous pouvez vous passer justement de ces tests unitaires. Donc voilà, je vais attaquer la dernière partie, je suis à peu près dans les temps, il me semble. Donc présenter un peu d'outillage développé entre autres chez SmartBear, surtout nos produits d'ailleurs. Donc, on a 4 produits à l'heure actuelle qui sont dédiés à BDD. Donc, Cucumber Open, Report, Studio et School, qui n'est pas réellement un produit, mais que vous allez certainement aimer si vous êtes intéressé par BDD. Donc, d'abord, Cucumber Open, donc, qui est notre outil open source d'exécution de tests. Donc, le but de Cucumber Open, c'est de prendre en entrée des scénarios Gherkin pour les exécuter et tester votre système sous test. Il existe, en tout cas, on développe chez SmartBear 3 versions ou 3 implémentations différentes de Cucumber, donc la version Java, la version JavaScript et la version Ruby. Il existe, c'est de l'open source, d'autres versions, Scala par exemple, SpecFlow qui est l'équivalent de Cucumber pour .NET, qui est développé par Tricentis maintenant. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie automatisation. L'idée derrière Cucumber Open, c'est donc, comme je le disais, de prendre une feature, donc un fichier Gherkin en entrée, pour le moment du Gherkin, peut-être plus tard de l'Excel. Ensuite, d'écrire le code justement qui va permettre de mapper cette phrase avec du code qui est concret, puis ensuite de les exécuter. Donc là, c'était l'exemple que je vous montrais un peu avant, en exécutant avec le navigateur et avoir notre scénario qui passe donc en 5 secondes. Le deuxième outil que je voulais vous présenter, donc, qui est un outil relativement récent, on l'a lancé cet été, est Cucumber Reports. Donc là, l'idée, c'est de faire du partage de documentation vivante, puisque avoir les fichiers .feature, enfin les fichiers Gherkin stockés dans Git, c'est très bien, mais tout le monde n'y a pas accès. Tout le monde n'a pas accès à la CI pour voir comment l'exécution s'est passée. Donc là, l'idée, c'est de partager aussi facilement que possible la documentation du produit. Donc, on l'a directement intégré dans Cucumber Open. Donc maintenant, si vous lancez avec l'option « publish » en fonction des versions, vous aurez directement vos résultats de test qui seront publiés sur Internet, que vous pourrez partager donc, avec vos collègues. Donc, le produit est encore très jeune. Donc, voilà, encore une fois, on l'a lancé il y a 2 ou 3 mois. Si vous voulez tester Cucumber, mettez-vous à jour avec une des dernières versions et vous pourrez très facilement donc, publier vos résultats de test avec tous les membres de l'équipe qui n'auront peut-être pas envie de créer un compte GitHub pour aller voir ce que les développeurs ont fait, etc. Et le dernier outil que je voulais vous présenter est donc Cucumber Studio, donc celui dont je vous parlais au tout début. Donc là, c'est vraiment une plateforme à l'heure actuelle dédiée à BDD, donc qui va permettre de couvrir les 3 différentes phases du processus BDD, donc que ce soit la découverte, la formulation ou l'automatisation. Donc pour la découverte, comme je le disais, nous avons un outil d'example map qui est intégré directement donc dans Cucumber Studio. Donc c'est un outil collaboratif, vous pourrez travailler tous ensemble sur l'example map, surtout en cette phase de le monde post-Covid, c'est un peu plus facile que d'échanger des post-it pleins de germes. Donc voilà, donc cet outil est intégré directement dans Cucumber Studio maintenant. La deuxième phase pour la partie formulation, donc on a un éditeur de scénario Gherkin avec de l'autocomplétion qui vous permet de refactorer vos scénarios pour modifier tous les scénarios d'un coup, etc. Encore une fois, avec l'autocomplétion, pour être sûr que vous utilisez toujours la même formulation métier, à ce genre de petits détails. Et pour la partie automatisation, donc on a
À l'heure actuelle, deux grandes solutions. Soit vous pouvez transformer les scénarios que vous avez stockés dans Cucumber Studio vers une vingtaine de frameworks de test. Donc, évidemment, Cucumber, mais aussi des frameworks de test qui ne sont pas forcément dédiés à la base à BDD ou à Gherkin, tels que JUnit ou AirSpec ou Mocha, par exemple. Ou alors, si vous voulez directement travailler avec Cucumber, on a aussi la possibilité de directement committer dans votre repo Git les fichiers features que vous avez modifiés. Typiquement, ça va être pratique pour les gens, on va dire les gens qui ne sont pas forcément habitués à la ligne de commande, à utiliser Git, etc. Là, c'est une version web, c'est très simple, il y a juste à appuyer sur un bouton et ça va mettre à jour votre repository. Et évidemment, en plus de ça, on a la partie justement documentation partage, donc une documentation vivante qui va afficher à la fois les scénarios, donc la partie formulation, et en plus les résultats de ce que vous avez eu, donc les résultats de l'exécution après l'automatisation de vos différents scénarios. Le dernier produit, entre guillemets, qui n'est pas réellement un produit en soi, mais que je vous conseille très fortement, c'est Cucumber School. Donc, c'est une série de cours en ligne, ils sont gratuits au passage, justement pour découvrir BDD et la partie automatisation. Donc, il y a 4 langages qui sont couverts à l'heure actuelle, donc Java, JavaScript, Ruby, et aussi SpecFlow, donc C#. Donc, je vous conseille très fortement d'aller voir justement Cucumber School. Les personnes derrière sont très au point et seront très efficaces sur ça. Eh bien, je pense que j'en ai fini pour cette présentation. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les outils dont je vous ai parlé, je vous conseille d'aller directement sur la page Cucumber.io. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour tout ce qui est BDD et QA, donc on peut vous conseiller aussi d'aller contacter All4Test, qui est un de nos partenaires pour toutes ces questions-là. Et en parlant de ça, je vérifie si Julien est arrivé. Non, alors, Julien ne pourra pas se joindre à nous. Du coup, voilà, Vincent, est-ce que tu peux prendre directement les questions et répondre? On en a 3 dans l'onglet questions-réponses déjà. Oui, alors je les vois. Je vais les lire et puis essayer d'y répondre. Voilà. Alors, l'application du BDD dépend fortement du contexte applicatif. C'est à quoi je suis d'accord. Par exemple, sur un projet fullback, donc des API, y a-t-il des recommandations particulières? C'est une bonne question. En vrai, là, ça va. Alors, ça dépend des recommandations. À quel niveau? Est-ce que ça serait plus des recommandations sur la façon d'écrire ou la façon de formuler, pardon, la partie découverte? Je vais attendre que vous répondiez à ça et je vais attaquer la question suivante. Donc, la nature des user stories techniques ou fonctionnelles, comment impacte-t-elle les 3 étapes de BDD? Alors, je suppose que c'est, quand vous parlez de user story technique, c'est vraiment des vrais problèmes techniques, je ne sais pas, type connexion, réseau, ces choses-là. Je suis désolé, je vais aussi devoir vous demander d'impacter. Mais après, c'est simple. Si c'est vraiment une user story sur un vrai problème technique, mais qu'il n'y a pas de fonctionnel derrière et qu'il n'y a pas de comportement de l'application à décrire, est-ce qu'on est obligé de passer par BDD pour ça? Ça, c'est aussi une bonne question. Parfois, les problèmes techniques, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde qui va venir travailler dessus. Je prends un exemple très simple. Là, récemment, j'ai eu des problèmes avec DynamoDB. Les équipes produits DynamoDB, je ne vais pas dire que c'est pas que ça les intéresse pas, mais c'est des problèmes techniques qui seront résolus, on va dire, par les développeurs ou peut-être par les développeurs et les testeurs. On n'est pas forcément obligé d'avoir tout le monde qui sera impacté ou qui viendra faire justement les différentes phases de découverte, formulation et automatisation, en espérant que ça réponde à votre question. Bonjour à tous. Cucumber Open permet de générer automatiquement les step dev. Si on est sur du .NET, comment en profiter?
Eh bien, je ne sais pas, car je n'utilise pas SpecFlow. Alors oui, effectivement, sur Cucumber Open, on va générer ce qu'on appelle les squelettes des différentes steps. Sur .NET, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais par contre, pour revenir un peu avec Cucumber Open, je sais que maintenant, toutes les semaines, il y a un live Twitch qui est organisé par Andy, donc j'ai oublié le vrai nom, donc qui est un des développeurs de SpecFlow. Et justement, il passe 1 heure de mémoire tous les mardis à vérifier sur le site de SpecFlow, justement, coder en live, automatiser en live. Donc, je vous conseille très fortement d'aller voir là-bas. Peut-être qu'ils auront une meilleure réponse que moi qui n'utilise pas vraiment SpecFlow au jour le jour. Donc, ça y est. Merci pour la présentation. Quelle est la différence entre l'automatisation des tests avant ou après l'implémentation des user stories? Eh bien, alors déjà, comme j'expliquais, pour l'avoir fait il y a quelques années, implémenter les tests après l'implémentation, enfin, automatiser les tests, pardon, après avoir implémenté les user stories, souvent, on va déjà se retrouver dans le cas où, du coup, on n'a plus de temps pour faire l'automatisation des tests. C'est pas grave, on le planifiera pour plus tard. Normalement, quand on dit ça, on sait très bien que ça ne sera jamais planifié parce qu'il y a d'autres choses qui vont être plus urgentes, qui vont être prises avant, etc. Et surtout, ce qui est très intéressant quand on fait l'automatisation des tests, on va dire avant ou en même temps que le développement, c'est que justement, tout le comportement qui est défini dans le scénario, on va dire, va permettre de façonner le code de la bonne façon. Par exemple, dans Reports, c'est un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc on travaillait sur l'authentification justement avec GitHub, d'où les exemples un peu avant. Eh bien, justement, c'est le fait d'avoir les scénarios avant et d'essayer de les faire passer qui a, au final, mis en place le système de session pour pouvoir échanger les données entre GitHub et l'application Report et ces choses-là. Et si on l'avait fait, on va dire, de notre côté, directement le code, et après, éventuellement, implémenter les tests, peut-être qu'on serait passé à côté de choses, à côté d'autres problèmes. Alors, évidemment, on peut toujours essayer de les exécuter manuellement à côté, ces scénarios, pendant qu'on développe. Mais quitte à faire, moi, je conseille vraiment d'automatiser pendant la phase de développement parce que ça va justement permettre de s'assurer que le code correspond à ce qui a été défini. Et surtout, alors oui, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour faire l'automatisation, mais par contre, pour le futur, ça sera plus qu'utile puisque ça évitera d'avoir des nouveaux bugs qui apparaîtront dans le futur, en espérant que ça réponde à votre question. Du coup, la seule qui attend, ce sera pour l'exemple de... Ah, non, j'en ai une nouvelle. Ah, comment démarrer l'automatisation d'un scénario en commençant par la fin? Alors, dans Cucumber, on a une solution qui permet de dire que les steps sont pending, donc elles sont en attente. Donc, je vais essayer de voir si j'ai... Attendez, je vous retrouve l'exemple. Hop, 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 hop. Il était où? Ici. Voilà. Ce n'était pas le bon exemple, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire là, on va dire, je vais commencer, donc je vais travailler sur cette user story. Je vais d'abord implémenter celui-là, parce que je connais le sujet, ça c'est le plus facile à implémenter. On va dire que les deux premières steps sont pending, donc en gros elles sont en attente. Donc quand je vais exécuter mon scénario, les deux premières steps, ça va passer dessus, ça va afficher une petite croix jaune, et je vais pouvoir me focaliser sur la fin. Donc là, par exemple, je vois que Paula, elle va voir que le report va être supprimé dans 24 heures. Et bien, pour commencer ça, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que, donc,
forcément écrire le code qui va vérifier si cet avertissement de suppression automatique s'affiche bien. Et on peut commencer justement par mettre en dur dans l'application ce report va être supprimé. Ensuite, on implémente les 2 steps d'avant, justement, qui vont permettre justement de publier le report, etc. Et en fait, en remontant, en commençant par la fin, ça va vraiment vous permettre de focaliser sur ce qu'on attend justement de l'application pour la fin. En espérant que ce soit clair. Du moins, j'espère. Après, ça vient aussi, plus on le fait, plus ça facilite. Je n'ai pas regardé tous les cours de School. Peut-être que c'est aussi un sujet qui est abordé là. Sinon, je demanderai à un de mes collègues s'il a des ressources qui pourraient être intéressantes là-dessus aussi. En espérant que ça vous réponde. Quel est l'outil qui permet de générer des rapports d'exécution sur SpecFlow? Je ne sais pas, car encore une fois, je n'utilise pas trop SpecFlow. Alors, je sais que pareil, ils ont lancé un outil de documentation vivante. Ils l'ont lancé il y a 2 semaines, si ma mémoire est bonne. 3 semaines peut-être. C'est un détail. Si vous cherchez sur SpecFlow+, vous pourrez voir sur le site de SpecFlow, ils l'expliqueront certainement. Enfin voilà, ils ont un nouvel outil justement qui permet d'avoir ces rapports d'exécution qui a été développé il n'y a pas si longtemps que ça, ou en tout cas mis public il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et... Ah, j'ai Donc, clarification de la question. Oui, la bonne façon de formuler pour les projets back basés sur des API et maintenir les features en BDD. Alors, ça, c'est une question qu'on voit revenir très souvent. Je fais des API, mon application s'écrit en API. À quoi vont ressembler mes scénarios? Et alors, je l'ai fait aussi. On l'a tous fait, à savoir, on a des steps du genre, quand je fais une requête post sur cette URL avec ce pâté de JSON en entrée. Et là, on n'écrit pas un scénario, on écrit on écrit un test. Et en fait, pour faire des spécifications sur ou formuler des exemples pour les API, au final, c'est le même principe que pour le reste. On va se focaliser sur ce que l'utilisateur a envie de faire et pas sur la partie technique, quel est le point d'API, quel type de requête HTTP, quel est le payload JSON ou ces choses-là. Tous ces détails d'implémentation ou tous ces détails techniques, ils vont être justement dans la partie automatisation, où là, on va accéder au bon point d'API, etc. Si je prends cet exemple qui est sous nos yeux, sauf que j'ai cliqué dessus, ce scénario, il tourne directement sur les API. On appelle uniquement les API ici. Vous ne le voyez pas, vous ne savez pas quels sont les points d'API parce que ce n'est pas intéressant en fait. Ça ne documente pas. Par contre, en tout cas, ce n'est pas la documentation utilisateur. Par contre, on voit quelle est l'intention derrière. Alors peut-être qu'une step derrière, ce sera 4, 5, 6 appels d'API différents. Ce n'est pas un souci, mais l'important, c'est de formuler pour que tout le monde comprenne. Et au final, il faut oublier qu'on fait des API. Faire des API, c'est juste, alors c'est pas du méchamment, c'est juste une façon de faire. Peut-être que les API seront utilisées par une ligne de commande, peut-être par un site web, peut-être par une application mobile, que sais-je. Mais au final, vos API, elles servent à quelque chose, elles vont permettre aux utilisateurs de faire quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Pas la façon dont ils font, mais ce qu'ils veulent faire. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on en a des nouvelles? Merci. Donc, j'en déduis que oui. Eh bien, a priori, on est bon sur les questions, moi qu'il y en a d'autres. Oui. Donc, on peut conclure, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, du coup, merci. Merci à tous.